Bonjour et bienvenue dans ce nouveau format d'Happy Podcast, plus court, plus condensé, plus rythmé, sous forme d'interviews enregistrées à la radio chez BXFM. J'y reçois chaque semaine des fêlés, des entrepreneurs au profil et au parcours atypiques, pour échanger sur leur capital identitaire, humanitaire et monétaire, le tout en une petite dizaine de minutes. Et aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir d'accueillir Christian Junot. Bonjour Christian. Bonjour Valérie. Alors Christian, vous êtes coach, conférencier, auteur sur un sujet qui vous passionne, la relation à l'argent. Vous êtes né et vous vivez en Suisse, le pays des banquiers, que vous explorez pendant 23 ans comme conseiller, puis responsable d'équipe, puis coach. Ces expériences vous révèlent votre attrait pour l'être humain dans sa complexité et son potentiel. Vous décidez alors d'en savoir plus sur vous et vous entamez un travail de développement personnel. En parallèle, vous développez également vos connaissances en vous formant à l'élément humain de Will Schultz, à la CNV, aux approches systémiques. Puis vous rencontrez votre mentor, Peter Koenig, le créateur des principes sources, et vous capitalisez sur ses travaux de recherche au sujet de l'argent pour les traduire en quelque sorte dans le concret, avec des livres, des ateliers, des conférences comme outil d'accompagnement du changement. Alors Christian, nous sommes dans la partie identitaire. Qu'avez-vous découvert sur vous et votre relation à l'argent ? Quelles sont vos ombres, vos peurs ? Les avez-vous identifiées ? Alors, je dirais que grâce à Peter, j'ai pu voir que moi, j'avais projeté ma sécurité sur l'argent. Autrement dit, que j'essayais d'accumuler de l'argent sans savoir que c'était après ma sécurité que je courais et pas l'argent. Et tout ça était en lien avec un fort manque d'estime de soi, malgré des belles études universitaires, des postes de cadre supérieurs. Et pourtant, c'était très vide à l'intérieur. Et j'essayais de combler ce vide à travers de l'argent. Et comme ça marche pas, il y a un moment donné où la dure réalité se mettait en face, c'est qu'il va falloir se coltiner, d'aller voir à l'intérieur qu'est-ce qui manque, reconstruire un peu cette estime de soi et puis délaisser l'argent qui n'est pas le problème. J'avais pas de problème d'argent, j'avais des problèmes avec l'argent, ce qui est très différent en l'occurrence. Ça c'est clair. Alors les ombres par définition, quand c'est une ombre on ne la voit pas, mais à un moment donné c'est l'idée de les mettre à jour. Alors j'en ai mis beaucoup à jour depuis et de m'autoriser, je dirais, à être autant généreux que radin. Enfin, pour moi ça veut de toute façon pas dire grand chose parce qu'il n'y a pas de définition, mais enfin à m'ouvrir, à donner ou pas avec la liberté de sentir ce qui est juste pour moi, que ça soit un vrai oui à l'intérieur et pas que je me sens par obligation à faire faussement généreux alors qu'à l'intérieur de moi ça fait non. Juste pour donner un exemple qui est assez en lien avec l'argent. Bien sûr, un alignement. Absolument. Alors nous avons parlé de votre capital identitaire. Je vous propose maintenant d'éclairer votre capital humanitaire. Vous proposez des conférences et des ateliers sur la relation à l'argent et les principes sources. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous travaillez cette relation à l'argent ? Quels sont vos outils ? Est-ce que vous avez des partenaires ? Alors je dirais que j'ai repris déjà les outils que Peter Koenig a lui-même créés pour justement pouvoir se libérer des projections qu'on a sur l'argent, pouvoir accueillir ses ombres et pouvoir être toujours plus soi-même. C'est vraiment un travail identitaire. Et puis j'ai ajouté également des outils de constellation systémique familiale auxquels je me suis formé il y a déjà 15 ans maintenant aussi, parce qu'il y a vraiment un côté systémique et je dirais les histoires familiales sont jamais très loin dès qu'on parle de relation à l'argent. Eh oui, l'éducation. Absolument, l'éducation, puis je dirais même les événements familiaux marquants également, peuvent marquer des lignées derrière. Mais surtout, ce que j'aime beaucoup à travers ce thème, qui n'est qu'une porte d'entrée finalement pour se découvrir en tant qu'être humain, c'est que selon moi, le seul, peut-être le meilleur et peut-être le seul moyen d'avoir une relation à l'argent vraiment apaisée, c'est d'apprendre à plus et mieux s'aimer. Donc quelque part, c'est un travail d'amour de soi que je propose, même si les personnes viennent avec des questions d'argent, in fine, ça les renvoie à leur intériorité. Donc on n'a pas du tout d'outils sur l'utilisation de l'argent, on est loin de tout ça. On reste bien concentré sur sa relation, son identité et sa relation à l'argent, avec des ateliers, avec des exercices, des choses comme ça. Absolument, donc c'est vrai que je dis toujours les personnes viennent avec des choses visibles et moi je vais travailler dans l'invisible. Alors les outils pour être de savoir faire un budget, tout ça, mais au fond ce que j'ai pu voir, c'est que et les personnes qui font ça me le confirment, c'est que pour la grande majorité des personnes, si je suis
dépensier compulsif, par exemple, que c'est plus fort que moi, faire un budget ne va pas suffire souvent, je ne vais pas le tenir. Donc c'est pour ça que c'est plutôt intéressant d'aller voir qu'est-ce qu'il y a derrière ce genre de comportement, par exemple. Et oui, donc ce sont des outils de transformation. Finalement, il y a peu d'apports. Ce sont surtout, après, à un moment donné, on est là pour changer quelque chose à l'intérieur de soi, et que finalement, ça va se concrétiser par des comportements autres. Peut-être le fait d'attirer plus d'argent à soi, peut-être le fait d'oser utiliser son argent et se faire plaisir, par exemple, aussi. Donc l'argent circule différemment là où il était bloqué à un endroit ou à un autre. Bien sûr. Et vous faites ça de façon individuelle aussi, collective? Alors aujourd'hui, je ne fais plus d'individuel. Je laisse ça aux personnes que j'ai formées. Je forme chaque année une dizaine de spécialistes de la relation à l'argent avec mon épouse, parce que je ne fais plus que des conférences, je fais plus que du collectif et beaucoup d'interviews aussi, parce que moi, mon idée, c'est vraiment d'ouvrir les consciences, de toucher un maximum de monde, parce que c'est un sujet malheureusement encore très tabou, trop tabou. Et je dis toujours, moins on parle d'une chose, plus ça prend de place dans notre vie, et ça prend surtout trop de place dans notre vie, à mon avis. Alors, dans le bonheur rentable, l'argent n'est pas une finalité, mais une forme d'énergie de matérialisation qui se libère lorsque nous activons nos potentiels et qui devient un vecteur de transformation de la société, une sorte de catalyseur des dynamiques humaines, sociales, économiques, lorsqu'il circule dans les projets. Alors, Christian, est-ce que votre nouveau métier génère autant de richesse monétaire que lorsque vous étiez banquier? Et comment faites-vous donc pour faire justement circuler cet argent et générer plus d'impact? Alors, par rapport à la première question, alors je dirais que dans un premier temps, ça a été clairement moins parce que j'avais d'excellents revenus à la banque. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir un certain succès, en tout cas, qui me réjouit beaucoup, qui fait que mes revenus sont confortables et j'ai dépassé les revenus que j'avais à la banque à l'époque. Et au fond, j'ai envie de dire, ça me réjouit, mais surtout ce qui me réjouit, c'est que pour moi, les revenus ne sont qu'un indicateur du fait que je touche toujours plus de monde, donc je contribue toujours plus à ce qui est si précieux et important pour moi. Donc c'est plus une conséquence qu'un but en soi. Et après, par rapport à la deuxième partie de la question, c'est que j'avais pas conscience de ça à l'époque où j'avais ma grosse peur de manquer, qui fait que je cherchais ma sécurité sur l'argent. Mais au fond, l'argent est un bulletin de vote. Qu'on le veuille ou pas, on vote pour un style de société, ou autrement dit, de la même manière qu'on peut voter pour un candidat, on encourage une entreprise ou une autre en achetant un produit chez eux. Et le problème pour beaucoup de personnes, et c'est le mien, c'est que quand on a peur de manquer, et je dis ça parce que la peur de manquer est de loin la problématique numéro 1 dès qu'il s'agit de relations à l'argent. Dès qu'on a peur de manquer, on a tendance à vouloir acheter le bon marché, le moins cher possible, sans toujours prendre conscience qu'on a vraiment la caméra tournée sur soi, et sans prendre conscience que finalement, souvent, c'est produit à l'autre bout du monde, dans des conditions qui sont discutables, qu'il y aura des transports, peut-être de la pollution, etc., etc. Parce que je veux me rassurer à dépenser le moins possible. Ça, c'était le avant. Et puis maintenant, effectivement, que j'ai grandement pacifié mon rapport à l'argent et que j'ai conscience que je vote avec mon argent, je suis d'autant plus vigilant à la manière dont il circule. Je n'ai pas envie de faire circuler mon argent vers des entreprises et des multinationales dont je ne partage pas les valeurs, parce qu'autrement je les encouragerais à continuer de la sorte. Donc j'essaye de préférer les petits commerces, les magasins bio, enfin les choses de proximité, pour encourager effectivement la C'est intéressant, parce que moi dans ma question il y avait plus effectivement vos modèles économiques, la façon dont vous faites circuler l'argent en formant d'autres personnes, mais finalement la réponse c'est beaucoup plus large que ça. C'est que chaque personne a cette responsabilité vis-à-vis effectivement de la façon dont elle dépense son argent, qu'il vienne ou qu'elle vienne d'une formation de Christian Junod ou d'une conférence. En tout cas il y a cet impact qui est lié à la conscience que l'on y met. Oui, c'est vrai, je pense qu'on néglige trop. En fait, l'argent, pour moi, est un bulletin de vote beaucoup plus puissant que celui qu'on met dans une urne de temps en temps. On a l'impression qu'il ne change pas grand-chose. Ouais. Alors que là, ça a un impact réel. C'est un acte politique, en fait. Absolument. Je donne juste un exemple. Moi, en Suisse, malheureusement, on paye les livres au moins 40% plus cher qu'en France. Mais je continue comme les acheter chez les libraires. Je me dis, si je veux qu'ils existent, il y a un seul moyen, c'est d'acheter chez eux. Alors, je peux aussi le faire parce que j'ai les moyens et que je ne dois pas compter chaque sou. Mais si je veux qu'ils existent, je vais aller chez eux. Tout à fait clair. Eh bien, merci Christian d'être venu inspirer les auditeurs avec votre parcours très inspirant et votre approche parfaitement alignée aux principes du bonheur rentable. On peut vous contacter sur votre site, c'est Junod avec un D, conseil.com, sur les réseaux sociaux, bien sûr, avec votre nom Christian Junod. Eh bien, au revoir Christian, bravo. Merci Valérie. Vous faites partie des fêlés qui laissent passer la lumière, évidemment, qui mettent leur talent et leurs expériences de vie au service de la conscience, on en a parlé, pour inspirer, connecter la société à sa responsabilité et bien sûr à son potentiel d'évolution. À très vite et au revoir Christian. Au revoir Valérie.
Je suis Valérie Delande, créatrice et animatrice du concept de bonheur rentable et je vous donne rendez-vous chaque semaine avec un nouveau fêlé. Vous pouvez également retrouver les chroniques du bonheur rentable en podcast sur le site de BXFM.